Bonjour, mon nom est Jocelyn Benoît. Je suis chargé de cours à HEC Montréal et je suis en compagnie du professeur titulaire Omar Aktouf. Monsieur Aktouf est une sommité mondiale qui enseigne et qui écrit sur le management depuis une quarantaine d'années. En avril 2017, il donnait ses derniers cours de management à HEC Montréal et j'en ai profité pour lui poser des questions sur son héritage philosophique du management. La première question était, Monsieur Aktouf, faites-nous un résumé de l'évolution du management depuis l'Antiquité jusqu'à la Révolution industrielle et pourriez-vous mélanger à cette réponse votre propre passé de jeune berger en Algérie? J'ai eu la chance, entre guillemets, de vivre à peu près comme on vivait peut-être dans la préhistoire ou dans le Moyen-Âge. On habitait des bidonvilles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un bidonville. Pour vous, c'est des mots, mais pour moi, ce n'est pas des mots. Je viens de ce que c'est. Manger avec les animaux, avec les chiens, boire l'eau stagnante de la pluie, tout ça. C'est ça, habiter les bidonvilles. C'était vraiment une vie qui faisait de nous des parties intégrantes de la nature. Sans la nature, on n'était rien. La nature, c'était tout pour nous. Ma famille et moi, on vivait directement de la nature, comme au Moyen-Âge, comme avant la Révolution industrielle. Donc, vous avez devant vous un professeur de management qui a écrit des livres de management, qui a écrit des livres de toutes sortes et qui a été berger analphabète jusqu'à l'âge de 11 ans. Mais heureusement, j'ai appris des choses avec les animaux extraordinaires, et que les animaux comprennent beaucoup plus que ce qu'on croit. Ils finissaient par comprendre que quand je les amenais dans certaines parties de terre autour pour brouter le matin, parce qu'il fallait commencer à 3 h du matin, 3 h, 4 h du matin, pourquoi? Parce que comme il n'y a pas d'eau, il fallait les faire profiter de la rosée, l'humidité qui se dépose la nuit sur les petites végétations, les buissons, ce qu'il y a là. Donc ils finissaient par comprendre que si je les amenais là, c'est parce qu'il fallait que le terrain d'à côté où je les ai amenés il y a 3 ou 4 jours, il fallait le laisser pour que ça repousse. Alors c'est incroyable, mais je les mettais dans le terrain où ils devaient brouter ce jour-là et ils ne le quittaient pas. Ils tournaient en rond, alors qu'ils savaient très bien qu'il suffisait qu'ils fassent 10 mètres à droite ou à gauche pour aller dans un autre terrain où il y a plus de... Alors c'est là que j'ai compris que les animaux comprenaient quand même. Alors pour revenir au management et au rapport avec tout ça, c'est que dans ce que j'ai vécu, c'est un peu comme l'Antiquité. Dans l'Antiquité, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le rapport direct à la nature, c'est-à-dire la chasse, la cueillette, les animaux, l'outil le plus rudimentaire, ce qu'on appelle l'endosomatique, soma qui veut dire le corps, endo qui veut dire intérieur, donc intérieur au corps, ou prolongement du corps. Alors quand vous avez des outils de ce genre-là, qui sont le prolongement du corps, les dégâts ou l'empreinte écologique, comme on dit aujourd'hui, que vous pouvez faire à la nature, sont limités à l'énergie de vos muscles. Comprenez? Donc on vit avec la nature dans un équilibre total. On ne peut pas prendre à la nature plus que ce que la force de nos muscles permet. Ou des animaux, quand on les attache à une charrue ou quelque chose. Bon. L'évolution, ça s'est fait sur plusieurs plans. Un, sur le plan de l'outil, donc l'outil endosomatique, prolongement du corps. Ensuite, il y a eu, avec la révolution industrielle, l'outil exosomatique. Exosomatique, c'est-à-dire en dehors du corps. C'est la machine à vapeur, c'est le métier à tisser, etc. Et là, l'empreinte écologique de l'être humain commence à être plus grande. Parce que cet outil exosomatique, donc extérieur du corps, machine, mécanique, tout ça, a plus d'énergie que juste les muscles de l'être humain. Bon. Le deuxième axe, c'est la façon de compter les choses. 5000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, quelque part en Asie mineure, on a découvert des tablettes, on appelle ça les tablettes d'Hammurabi, qui étaient deux choses. C'était un code de conduite, une espèce de code civil, si vous voulez. Bon.
mais aussi les rudiments de la comptabilité. Et ces rudiments de la comptabilité n'ont pas bougé jusqu'à la révolution industrielle. C'est resté la même, ce qu'on appelait la comptabilité à partie simple, c'est-à-dire la comptabilité de caisse, ce qui rentre, ce qui sort. Donc c'est une comptabilité qui ne permet pas des notions comme les notions de coût de production, ou des notions comme profit, ou des notions comme salaire. Alors c'est là-dedans que j'ai vécu. Et ça s'est perpétué jusqu'à la révolution industrielle. La comptabilité à partie double, elle, est née au XIVe siècle, mais elle n'a été, au sud d'Italie, Luca Pacioli, mais elle n'a été utilisée qu'à partir du XVIIe en Flandre. D'abord, ensuite en Angleterre du Sud. Et pourquoi? Parce que c'est là qu'est née la révolution industrielle. C'est en Flandre, en Hollande, c'est les Pays-Bas actuels, et le sud de l'Angleterre avec les textiles, les premières manufactures. Tout ça a fait que l'économique que j'ai connu, moi, dans mon histoire personnelle, qui était intimement imbriquée avec le familial, la nature et la vie domestique. Il n'y avait pas de séparation entre le travail, le fruit du travail, ceux qui travaillent, on faisait tous tout ce qu'on pouvait, on partageait. Alors il y avait des règles de partage, ce qu'on appelait le cinquième, le khammes, pour ceux qui connaissent en arabe, le khammes. Khamsa en arabe, ça veut dire le cinquième, le 5, hein, donc un cinquième. Ça veut dire que le propriétaire de la terre, et mon père, et ceux qui travaillaient avec mon père, et ceux qui, etc., et c'était l'entraide, et tout le monde s'entraidait, tout le monde travaillait en main. Et donc, si la récolte était grande, tout le monde avait une grosse part. Si la récolte était petite, tout le monde avait une petite part. Même le propriétaire. Parce que c'était par cinquième. Quoi qu'il arrive, tout le monde partage ce que la terre donne. Ça va? Pourquoi? Parce que le propriétaire de la terre, lui, comme au Moyen-Âge, il sait très bien que sans mon père et cette main-d'œuvre, sa terre ne lui produira rien. Comprenez? Donc il a intérêt à ce que mon père et les ouvriers agricoles, tout ça, les ouvriers d'ouvriers, les journaliers, il avait intérêt à ce qu'ils survivent. Donc le patron, le propriétaire terrien lui-même, acceptait d'avoir peu et laisser suffisamment aux autres pour qu'ils survivent. Parce que sans eux, c'est fini, même pour lui. Qu'est-ce qui caractérisait cette époque-là et comment on est passé de l'échoppe, de l'artisan, de ce partage où la sphère familiale, la sphère, etc., tout ça était lié à la révolution industrielle, eh bien c'est une rupture totale, une rupture historique totale. Pourquoi? Si on prend l'échoppe de l'artisan, qui existait avant la révolution industrielle, donc ce qu'on appelle de façon fausse, erronée, l'ancêtre de la manufacture ou de l'usine, comment ça fonctionnait? Eh bien, à la tête, il y avait ce qu'on appelait le maître artisan. Qui devient maître artisan? Devient maître artisan celui qui fait un chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que c'était un chef-d'œuvre? C'était, par exemple, si vous êtes cordonnier, eh bien, il faut faire des chaussures telles qu'on n'en a jamais vues avant. Des chaussures révolutionnaires, nouvelles. Il fallait absolument faire ce chef-d'œuvre pour être désigné par les membres de sa corporation, des bouchers, des menuisiers, tout ce que vous voudrez, des cordonniers, pour dire, bon, ben, lui, il peut devenir maître artisan, il a fait un chef-d'œuvre et on le juge. Vous êtes ici, non pas parce que vous êtes le plus riche, non pas parce que vous êtes le fils du patron, non pas parce que vous êtes le descendant d'une lignée de propriétaires, vous êtes ici pour votre compétence, pour votre savoir dans ce qui se fait dans votre échoppe d'artisan. Vous faites les meilleures chaussures que n'importe qui. Et celui qui rentre ici, le plus bas dans l'échelle, l'apprenti, ben l'apprenti, il rentre là pour devenir un jour compagnon, c'était ça la hiérarchie, pour devenir un jour ouvrier, et puis un jour maître ouvrier, et ouvrir sa propre échoppe d'artisan. Alors regardez la différence par rapport à la révolution industrielle et par rapport à la manufacture, c'est que ici,
la hiérarchie est linéaire. Dans la révolution industrielle et la manufacture, la hiérarchie est pyramidale. Ça, c'est une rupture de paradigme. Ça n'a rien à voir. Hiérarchie linéaire, ça veut dire je rentre apprenti pour obligatoirement un jour devenir compagnon, un jour devenir ouvrier et un jour devenir maître ouvrier. Donc on a non seulement une hiérarchie linéaire, non pas pyramidale, mais en plus une hiérarchie rotative, c'est-à-dire une hiérarchie où chacun, à son tour, prend la place de l'autre. Alors il y aurait une évolution ou une analogie entre ce que j'ai vécu, moi, enfant, donc le système de partage, alors entre le maître artisan, l'ouvrier, le compagnon et l'apprenti, il n'y avait pas de salaire et d'échelle de salaire et de choses comme ça. C'était le partage de ce que tout le monde produisait. Et ici, celui qui rentre ici, c'est pour obligatoirement un jour devenir ici. Dites-moi s'il vous plaît, si on prend General Motors, le PDG qui est ici, est-ce que l'ouvrier qui rentre ici est garanti un jour de se retrouver ici? Jamais. La hiérarchie est pyramidale et non rotative. Donc, il n'y a rien à voir. Alors, arrêtez de croire que c'est une évolution naturelle. L'entreprise moderne, la manufacture, a été une invention de marchands drapiers capitalistes qui ont commencé à accumuler de l'argent sur le dos des tisserands qui étaient des serfs, des agriculteurs ruinés par la montée du textile et de l'élevage du mouton, et c'est en les exploitant, en les faisant crever de faim, qu'ils ont accumulé ce qu'on a appelé l'accumulation primitive du capital, donc le premier capital, le premier argent, pour acheter le travail de ceux qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas de quoi vivre, parce qu'il n'y avait plus de production de céréales, c'était remplacé par le mouton pour la laine, et il n'y avait pas d'autre issue pour vivre, sinon devenir l'esclave de ce nouveau maître de production qui s'est appelé le manufacturier, la manufacture. Alors, pour résumer, pour passer de la préhistoire, l'histoire, à la révolution industrielle, ce qui a tout chamboulé, le rapport à la nature, à cause de cette évolution de l'outillage qui fait que l'empreinte écologique et les dégâts écologiques de l'être humain deviennent de plus en plus grands, et 2, l'évolution de la comptabilité qui a fait que la comptabilité à partie double a permis ce qu'on a appelé le salariat. Parce que la comptabilité à partie double permet ce qu'on appelle la comptabilité analytique. Et la comptabilité analytique permet de classer, de différencier entre ce qui est coût et ce qui est actif, ce qui est investissement, etc. Donc, à partir de là, on a inventé quelque chose que Max Weber appellera la calculabilité des actes humains. C'est ça, la grande victoire de la révolution industrielle. C'est un recul dans ce qu'il y a d'humain chez l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain est passé de membre d'une communauté où tout, le fruit de ce qu'on appelle la gestion et l'économie, se partage, à une situation où il y a quelqu'un qui prend ce qu'il veut et qui donne à l'autre, celui qui travaille pour lui, ce qu'il a calculé comme valeur pour ses actes. Alors, s'il vous plaît, dites-moi, comment peut-on mettre un chiffre sur un geste humain? Un acte humain, ça s'apprécie, ça ne se calcule pas. Comment peut-on mettre un chiffre sur le geste que fait une dactylographe qui tape une lettre à la machine? Ça vaut combien, ça? Ben, on met ce qu'on veut, c'est l'arbitraire, c'est le rapport de force. Alors la nouvelle chose que va apporter la révolution industrielle, qui est terrible, c'est le règne du rapport de force. J'ai les éléments de pouvoir, j'ai la force, j'impose ce que je veux, comme je veux, et plus tard on a appelé ça le libre marché, la main invisible d'Adam Smith, et aujourd'hui on en voit les conséquences.
Bien, il faut comprendre qu'à partir de la Renaissance, et notamment la Révolution française, 1789, la noblesse, la monarchie, a perdu de son lustre, de son pouvoir, au profit de qui? Au profit de ceux qu'on a appelés plus tard les bourgeois. Alors, pourquoi on les appelait les bourgeois? Parce que tout simplement, c'était les habitants des bourgs. Et qu'est-ce que c'était les bourgs? C'était les espèces de banlieues qui poussaient, ou les villages qui poussaient autour des châteaux des seigneurs, et où ces anciens paysans sont devenus des artisans, et qui produisaient tout ce dont le seigneur avait besoin. C'est-à-dire le pain, la boucherie, la cordonnerie, la charpenterie, la ferronnerie, tout ce que vous voudrez. Et donc le noble, la noblesse, devait acheter tout ça à ces artisans qui fabriquaient tout ça. Et la révolution de 1789, ça a été la révolution des bourgeois contre la noblesse. Alors on croit faussement que 1789, c'est la révolution du prolétariat contre le patronat, c'est faux. C'est la révolution bourgeoise, des bourgeois, contre la noblesse. Et ces gens-là commençaient à avoir de l'argent, à accumuler de l'argent, alors que les nobles s'appauvrissaient. Et ils avaient de plus en plus besoin de ces bourgeois et de ce qu'ils produisaient pour vivre eux-mêmes, parce que la noblesse ne travaille pas. La noblesse fait la guerre et la sieste. C'est comme le PDG actuel. À partir du 18e, 19e siècle, naît la manufacture, le travail, le salariat, tout ça. Ben, la noblesse ne pouvait plus continuer à maintenir sa fortune comme ça s'est fait jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire essentiellement par les guerres et les impôts imposés aux citoyens de force. Donc, à ce moment-là, la noblesse a commencé à vendre ses titres et ses terres. Alors, il faut comprendre, il faut savoir que jusqu'au XVe siècle, en Europe, la terre ne se vendait pas et ne s'achetait pas. Jusqu'à maintenant, les Amérindiens ne vendent pas de terre et de machin, parce que pour eux, la propriété de la terre, ça n'a pas de sens. Hein. Ou en Amérique latine, ou en Afrique. Alors c'est en Europe que c'est né cette affaire-là, 15e siècle à peu près, 15e, 16e, parce que la noblesse, devenant de moins en moins riche, cherchait l'argent des bourgeois. Et des bourgeois voulaient devenir nobles. Donc, moi, je suis vicomte de Dollard-des-Ormeaux, hein, et les propriétaires d'une échoppe très florissante de cordonnerie, ben, je lui dis, écoute, est-ce que ça t'intéresserait? Parce que en tant que marquis de ce territoire, ou vicomte, ou comte, enfin peu importe, ou duc, j'ai le droit de signer des décrets qui anoblissent la personne, qui donne un titre de noblesse. Est-ce que tu veux devenir baronne de Pierrefonds? Bon. Ah, bien sûr, baronne de Pierrefonds, mais je dis, ça coûte tant. Donc, je fais de l'argent en vendant des titres qui sont des titres de noblesse, mais à ces titres de noblesse se sont rattachés petit à petit des bouts de terre. Ça va? Et c'est à partir de ce moment-là que la terre a commencé à se vendre et s'acheter. La noblesse commençait à perdre du pouvoir et petit à petit, l'Angleterre a donné l'exemple avec le fameux le Parlement, la monarchie parlementaire anglaise, et petit à petit, le pouvoir politique ne dépendait plus de la lignée ou de la naissance, c'est-à-dire d'être descendant du roi ou de la cousine du roi ou d'une lignée de noblesse ou de duc ou d'archiduc ou de marquis. Petit à petit, le pouvoir politique commençait à dépendre du vote des gens, parce qu'on passait du système féodal au système républicain, du latin res publica, qui veut dire la chose publique. Or, pour accéder au pouvoir, il faut aller chercher les voix des plus nombreux. Et qui devenait plus nombreux dans la société d'Angleterre, etc., d'Europe, de cette époque-là? Eh bien, c'était
les ouvriers. Donc il faut leur proposer des choses qui leur plaisent. Alors petit à petit, on a proposé des lois sur l'hygiène. La manufacture, ça ne doit plus être une porcherie où les ouvriers travaillent dans la boue, il faut que ce soit propre. Alors toi, patron de la manufacture, moi, si je prends le pouvoir, je fais une loi qui t'oblige à rendre propre le lieu de travail de l'ouvrier. Si vous votez pour moi, je vais faire une loi qui va obliger les patrons à chauffer l'atelier. Si vous votez pour moi, je vais obliger les patrons à s'occuper des ouvriers s'ils se blessent au travail. Si vous votez pour moi, je vais ramener la journée de travail de 14 heures à 12 heures ou 10 heures au lieu de travailler du lever du soleil à minuit. Mais toutes ces lois dites sociales qui ont culminé en 1936 avec la journée de 8 heures de travail. La journée de 8 heures de travail que vous connaissez, ça date de 1936. Léon Blum, France, gouvernement socialiste. Alors toutes ces lois, qu'est-ce que c'est? Eh bien toutes ces lois, ça devient, pour le propriétaire de la manufacture, ça devient des coûts. Or, les coûts, ça diminue les profits. Donc, il faut compenser. Alors, et c'est comme ça que va naître le management, c'est comment compenser ces nouveaux coûts pour continuer à faire des profits. Et ça s'est appelé la plus-value relative, ou la survaleur relative. Pourquoi relative? Parce qu'elle est devenue relative au respect des lois du travail. Avant, c'était absolu, c'est-à-dire par rapport de force. Je suis le propriétaire, je te paye ce que je veux, je gagne ce que je veux, et tu te tais. Fin du 19e, début du 20e, Taylor et Fayol, à 5 ans de différence, entre 1905 et 1916, la publication de leurs premières œuvres, chacun à son tour. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, Taylor et Fayol? Taylor au niveau de l'atelier, Fayol au niveau d'entreprise. Ils ont inventé une chose et une seule qui va faire toute l'évolution du management jusqu'aux théories que vous étudiez aujourd'hui. Compétitivité, réingénierie, management par les objectifs, management par projet, par résultat, par etc. Toutes ces théories-là, motivation, tout ça, c'est né à ce moment-là pour une raison et une seule, c'est comment faire grimper, augmenter continuellement le rapport suivant. Le rapport entre rendement du travail par unité de temps. C'est ça le management. Et c'est ça qui a évolué de la révolution industrielle à aujourd'hui. Et toutes les théories que vous étudiez, c'est ça. Comment chaque fois augmenter le rendement financier du travail par unité de temps. Quand on délocalise, on ferme une usine au Québec, on ouvre une aux Philippines, c'est pour faire ça. Parce qu'aux Philippines, l'ouvrier philippin, il accepte des salaires et des conditions de travail qui coûtent au même producteur 100% moins. Vous comprenez? Et si le Philippin commence à rechigner, ben, il va en Mongolie. Si le Mongolien rechigne, il va au Pakistan. C'est pour ça qu'on a créé la mondialisation. Ouvrez les frontières. Laissez-nous venir sucer, plumer la laine et le coton et les poils sur le dos de vos citoyens comme on veut pour vous amener la croissance. Sinon, on s'en va ailleurs. Puis moi, je me demande où ils vont aller. Après la Mongolie, après les Philippines, après l'Alaska, ils vont aller en Arctique, pôle Sud, faire travailler les pingouins pour une demi-crevette par jour. Alors, ma conclusion, c'est que l'évolution de ce management à l'échelle mondiale est infiniment plus destructrice que bienfaisante, et on en voit les conséquences tous les jours, à cause de ce rapport. Écoutez, je ne vois pas de futur
pour ce management, sinon une refonte totale, complète, de A à Z, de la façon de concevoir cette planète, la nature, la société, l'être humain, et encore, je me demande s'il n'est pas trop tard. Mais pour moi, il n'y aura de futur que si et seulement si on revient à cette harmonie, évidemment modernisée, mais qu'on revienne à cette harmonie dont je parlais, dans laquelle je vivais quand j'étais enfant, en harmonie avec la nature, les animaux, avec leur rythme, leurs équilibres, leur évolution. Il est évident pour moi qu'il faut absolument réconcilier nature, être humain et argent. Parce que sans la nature et l'être humain, il n'y a ni économie, ni management, ni argent. Tant que l'argent se fera au détriment de la nature et de l'être humain, on ne fait que détruire. Alors, cette harmonie se fera comment? Il faut commencer par inverser deux séries séquentielles qui, à mon avis, font le malheur de l'humanité et qui sont malheureusement des piliers du management. La première série séquentielle, c'est celle qui consiste à dire ceci. C'est ce qu'on vous enseigne dans cette école. Il faut d'abord satisfaire l'actionnaire. D'accord? Milton Friedman, tout patron d'entreprise qui se soucie d'autre chose que d'enrichir ses actionnaires est un subversif ou un communiste. Hein? Donc, satisfaire les actionnaires, ensuite les clients, et ensuite l'ouvrier. Eh bien ça, il faut l'inverser totalement. Le futur du management, c'est un ouvrier, un employé heureux, tranquille, serein, pas de stress, pas de problème, bonheur total, satisfait. Et cet employé-là, satisfait, serein, tranquille, tranquillisé, etc., eh bien, c'est quelqu'un qui fera bien son travail, qui fera de la qualité. Et quand il fait du bon travail, ce qui sort, c'est de la bonne qualité. Si c'est de la bonne qualité, le client est content. Si le client est content, il achète. Si le client, il achète, l'argent rentre. Si l'argent rentre, on satisfait les actionnaires. Donc, première séquence à inverser. L'autre séquence qu'il faut inverser, c'est le profit par rapport à la nature et au travail. Il ne faut plus penser comment faire du profit et quel est l'être humain, la ressource humaine, comme on dit si bien. Ressource humaine, je déteste cette expression. L'être humain n'est pas une ressource. L'être humain n'est pas un moyen. L'être humain est une fin. L'être humain n'est pas fait pour être une ressource de son semblable. L'être humain est fait pour être partenaire de son semblable, pas sa ressource. Une ressource, c'est un moyen, c'est un objet. Nous ne sommes pas des objets. Et comment je dois exploiter la nature? Alors il faut inverser totalement cette séquence. Revenir à une ligne de priorité complètement différente. Ce n'est pas commencer par dire le profit c'est le plus important, il faut faire du profit. Ensuite, quel type d'être humain, quel type de ressources faut pour faire ce profit et comment traiter la nature pour faire ce profit. L'inverse. Alors, inverser la séquence, ça voudrait dire avec un être humain, un citoyen satisfait, content, qui vit en état de dignité. Qu'est-ce que c'est en état de dignité? C'est la première responsabilité des États. Vous savez, l'État, sa responsabilité première, ce n'est pas d'organiser l'espace national pour que les faiseurs d'argent fassent de l'argent. Le rôle premier de l'État, c'est de garantir la dignité de chacun de ses citoyens. Qu'est-ce que c'est la dignité du citoyen? C'est chaque citoyen, où qu'il soit, il a un toit sur la tête, il est cultivé, il est nourri, il est habillé, il est transporté, il est soigné, il est cultivé. C'est ce qu'on appelle les besoins essentiels. Une fois les besoins essentiels des citoyens satisfaits,
Et ça, ce n'est pas de l'abstraction. Allez en Allemagne et vous verrez. Allez en Suède, allez au Danemark, allez au Japon. Et vous verrez des gens, il n'y a pas une personne qui dort dans la rue. Tout le monde a un toit, tout le monde est soigné, tout le monde est nourri, tout le monde est logé, tout le monde est transporté, tout le monde est soigné, tout le monde est... Et comme par hasard, les produits allemands, scandinaves, danois, suédois sont les produits qu'on trouve partout dans le monde. Une fois le citoyen en état de dignité, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ensuite, respecter la nature, parce que la nature, c'est le souffle de vie, c'est le souffle vital qui nous fait vivre. La nature, c'est la sève qui nourrit tout ce qui est sur cette terre. Si tout ce qu'on fait à la nature, on le fait à nous-mêmes. Le mal qu'on fait à la nature, on le fait à nous. Le mal qu'on fait aux animaux, on le fait à nous. Et on le paiera un jour ou l'autre. Alors, respect de l'équilibre de santé de la nature. Alors, regardez bien donc la séquence, n'est-ce pas, inversée. Qu'est-ce qu'il faut pour que chaque citoyen soit en état de dignité, heureux, tranquille? 2. Qu'est-ce qu'il faut pour que la nature se reproduise telle qu'elle est, que je la respecte telle qu'elle est, dans sa diversité, dans sa biodiversité, dans sa santé, dans sa... Ensuite, quel profit je peux faire à partir de là? Alors, vous comprenez bien que c'est complètement en rupture avec la façon dont on pense le management aujourd'hui, où on met le profit d'abord et ensuite la nature et tout ce qui va avec. Bon, donc pour moi, il n'y a pas de futur pour le management et pour l'économie. Les deux sont liés, économie et management. Eh bien, il n'y a pas de futur si on ne renonce pas à cette folie qui consiste à croire que l'être humain est le maître de la nature. L'être humain fait partie de la nature, au même titre qu'un caribou, qu'un orignal, qu'une perdrix ou qu'un scorpion ou qu'un arbre. Nous ne sommes pas supérieurs. Nous faisons partie de la même nature, de la même terre, on n'en a pas d'autre. Si on renonce à cette folie qui consiste à croire que nous sommes les maîtres de la nature, eh bien, on arrêtera de la détruire. La nature, ce n'est pas un ensemble de stocks, de minerais, de je ne sais pas quoi, d'arbres, de poissons, de viande à aller chercher, autant que je veux, pour me remplir les poches et remplir les coffres. La nature, ce n'est pas ça. La nature, c'est ce qui fait que je respire. La nature, c'est ce qui fait que je vis. Alors, donc, il y aura un futur si on rétablit cette harmonie entre nature, être humain, société, économie. Mon projet de vie et mon projet dans le futur, c'est de continuer à crier ce que je suis en train de crier. Continuer à dire à cette humanité, je ne suis pas le seul, heureusement, mais on n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux. On est peut-être une cinquantaine dans ce monde à avoir développé une argumentation articulée de comment et pourquoi cette mondialisation ne fonctionne pas, comment et pourquoi il y a cette tautologie, pourquoi et comment il faut harmoniser. Et on ne suffit pas à la tâche. Alors, mon projet, c'est de pousser à ce qu'on comprenne, 1, qu'il faut faire cette harmonie, 2, qu'il faut inverser les séquences dont j'ai parlé tout à l'heure, et 3, comprendre qu'on ne peut pas s'en sortir individuellement. L'individualisme, ce n'est pas la démocratie. L'individualisme, ce n'est pas la liberté individuelle. L'individualisme, c'est la folie furieuse de tous contre tous. Et ce n'est pas en se battant tous contre tous qu'on va gagner. En se battant tous contre tous, on va s'entretuer. Et la nature avec. C'est tout ce qu'on va faire. Donc mon projet, c'est d'essayer de changer ça. D'écrire, de crier, de faire des conférences, de dire, écoutez, on ne s'en sortira pas individuellement, on ne s'en sortira pas non plus par nation.
On ne s'en sortira que si on est solidaire et si on collabore, tous sur cette terre, tous. Parce que la terre maintenant, on ne peut pas faire quelque chose ici sans que ça ait des conséquences en Polynésie. Bon. Donc, cette terre, nous en sommes tous responsables. Alors, je pense à une espèce de gouvernance mondiale dirigée, comme le voulait Platon, par des sages. J'ai la prétention d'essayer d'être un sage, de le devenir en tout cas, c'est un gros travail. Des sages qui n'ont pas d'intérêt matériel, qui n'ont pas d'intérêt partisan, qui n'ont pas d'intérêt d'enrichissement personnel, qui n'ont comme intérêt que la question suivante: quel sens ce monde a-t-il? Est-ce que cette terre n'est faite que pour enrichir les riches? C'est ça le sens de cette terre? L'arbre qui est là dehors, le ruisseau, n'a de sens que s'il remplit les poches du milliardaire de Montréal? C'est ça la signification de cet arbre? De ce ruisseau, de ce poisson? Non. Non. Ça a un sens qui nous dépasse. Et donc, ça doit nous pousser à cette humilité d'accepter de vivre sur cette terre selon ses lois, et pas selon les nôtres, et surtout pas selon les lois de ceux parmi l'humanité qui édictent que l'être humain n'est qu'un être fait pour faire de l'argent. Alors, cette gouvernance mondiale que j'appelle de mes voeux, c'est de faire en sorte que toute l'humanité prenne conscience qu'on ne peut s'en sortir qu'ensemble et solidairement, et qu'on ne peut s'en sortir qu'ensemble et solidairement, en respect total des rythmes, des équilibres extrêmement fragiles et délicats de la nature. C'est-à-dire que si je dois couper un arbre pour faire des tables ou quelque chose ici, eh bien je ne coupe un deuxième arbre que quand la nature aura fait un autre arbre de la même espèce, de la même taille, au même endroit, avec la même biodiversité. Alors il y a un futur. Sinon, je ne vois pas de futur. Professeur Achtouf, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre héritage philosophique sur le management. Dans la prochaine capsule, ce sera le professeur Achtouf qui me posera des questions sur le concept que j'ai développé, le management mental. Merci.